Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce webinaire dédié au leadership partagé. Nous allons bientôt démarrer. Nous attendons encore quelques instants que tout le monde se connecte. Pour ceux qui sont déjà présents, n'hésitez pas à nous indiquer dans le chat si le son et l'image sont OK pour vous. Et puis, pour le plaisir, si vous voulez nous préciser de quelle ville vous vous connectez. Nous sommes ici sur Nantes. Voilà, donc on va laisser les gens arriver tranquillement. Allez-y, faites-nous part de vos suggestions, d'où vous êtes. Votre état d'esprit pour démarrer ce webinaire. OK. Alors, nous allons maintenant. Ah voilà, bonjour, je suis à Nantes. Donc on a des Nantais aussi qui sont autour de nous. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à tous. On va démarrer, voilà, pour respecter effectivement les horaires et merci à tous ceux qui sont déjà connectés. Donc, nous sommes très heureuses aujourd'hui donc de vous réunir autour de ce thème, donc le 12e numéro de notre série consacrée au développement humain. Donc un petit dernier mot sur le chat. Vous pouvez bien sûr l'utiliser pour poser vos questions tout au long de ce webinaire. Cynthia, qui est à nos côtés, pourra vous répondre en live ou collecter toutes les questions auxquelles nous répondrons en fin de présentation. Nous mettrons bien sûr ce support à disposition une fois le webinaire terminé. Donc nous allons pouvoir maintenant démarrer et on va commencer par se présenter. Donc je suis Marjolaine Fulchiron, consultante associée au sein du cabinet LGP Conseil. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être accompagnée par Fabienne Lebars, consultante, formatrice et coach au sein du cabinet. Bonjour Fabienne. Bonjour Marjolaine, bonjour à tous. Je suis ravie de partager ce moment avec vous et nous espérons que ce webinaire vous permettra de mieux comprendre ce principe de gouvernance, son intérêt pour une organisation et de quelle façon il peut se déployer. Alors, pour démarrer, Marjolaine, en lien avec notre sujet du jour, que t'évoquent ces deux images ? Alors, pour les oies sauvages, donc je vois un fonctionnement en escadrille avec une oie pilote qui guide le reste du groupe. Je vois des oies positionnées les unes derrière les autres dans un ordre qui semble plutôt bien établi. Donc ça m'évoque plutôt une organisation des rôles bien précise, des individus alignés derrière un leader, mais qui montrent une direction. Alors, sur l'image des étourneaux, je vois plutôt un nuage global avec des mouvements très variés, mais avec un ensemble d'oiseaux qui vont globalement dans une même direction. Alors là, pour le coup, ces étourneaux, ils m'évoquent une part de liberté et d'autonomie dans leur fonctionnement, de la communication certainement rapprochée avec une coordination très forte pour éviter les accrochages, une direction commune toujours partagée. C'est d'ailleurs assez extraordinaire de les voir avancer comme ça. Ils semblent savoir exactement où ils doivent aller. En effet, cette métaphore illustre les grandes différences entre ce qu'on appelle le leadership héroïque, classique, et le leadership partagé. Sur l'image des oies, on voit un leader en tête qui guide et emmène avec lui dans une direction. Les autres oies suivent ce leader, collaborent et interagissent pour suivre. Quant aux étourneaux, ils ont un fonctionnement très particulier. On parle de la murmuration des étourneaux. Donc, quand on voit ces nuées d'étourneaux, on voit quelque chose de vif, de réactif, et qui ne s'est pas émerveillé devant ces mouvements qui sont fluides et majestueux. La formation d'une nuée permettrait de collecter plus efficacement l'information. L'ensemble du groupe bénéficie d'une information à laquelle chaque individu n'aurait pas accès seul. Ils fonctionneraient comme un seul organisme et seraient reliés entre eux, chacun réagissant au comportement de ses 7 voisins les plus proches.
il n'y aurait aucun leader et la taille de la nuée n'aurait aucune incidence. N'importe quel oiseau peut amorcer le changement de direction en fonction de ce qu'il perçoit dans son environnement. Et chaque oiseau réagit au mouvement de ses voisins les plus proches et de manière quasi instantanée. Donc, ce que tu es en train de nous dire, Fabienne, c'est que le fait d'agir comme des oies permet de s'appuyer sur un leader, porteur d'une direction, et que le groupe s'organise autour de la vision de ce leader. Alors que le fait d'agir comme des étourneaux permet plutôt de s'adapter de façon puissante à l'ensemble des paramètres changeants de l'environnement, en permettant l'auto-organisation, la prise d'initiative, et associée donc à une interaction très forte entre les individus. C'est exactement ça, Marjolaine. Et après cette introduction métaphorique autour de nos amis les oiseaux, je vous propose donc maintenant d'explorer ce concept de façon plus précise. Nous allons, dans un premier temps, poser les différences majeures entre le leadership héroïque et le leadership partagé. En second lieu, nous allons voir comment le leadership partagé peut être une réponse aux défis actuels et quel changement de paradigme cela induit. Et pour finir, nous verrons comment le leadership partagé peut se traduire concrètement au sein des organisations. Alors, Marjolaine, comment peut-on tout simplement définir ces deux modes de leadership ? Alors, le leadership héroïque définit classiquement la capacité d'un individu à mener ou conduire des individus ou une organisation vers ses buts. Dans le leadership partagé, au contraire, tous les membres de l'organisation sont dépositaires du leadership, non comme une caractéristique personnelle, mais bien comme un ensemble de pratiques adoptées par chacun, et ce, à tous les niveaux de l'organisation. Donc, en comparant ces deux définitions, on comprend bien que les principes qui gouvernent ces deux formes de leadership diffèrent fondamentalement en termes de philosophie et d'approche. Donc, ces différences, concrètement, ça veut dire quoi en termes de caractéristiques ? Donc, le leadership héroïque va se concentrer principalement sur le leader, d'une part, alors que le leadership partagé va concentrer son attention d'abord sur l'équipe. Elle va bien sûr valoriser également les contributions de chacun, mais l'équipe est au centre de ce leadership partagé. Autre caractéristique, la centralisation du pouvoir au niveau d'un leadership héroïque. Alors que le pouvoir est distribué à tous les niveaux de l'organisation dans une forme de leadership partagé. Troisième caractéristique importante, on parle de responsabilité individuelle dans le cadre du leadership héroïque, alors qu'on s'oriente, on se repose sur une responsabilité collective dans le leadership partagé. Enfin, la motivation s'appuie sur l'exemple du leader dans le leadership héroïque, alors que la motivation des collaborateurs s'appuie sur la collaboration dans le leadership partagé. Donc on voit bien effectivement entre ce leadership héroïque et ce leadership partagé, il y a des caractéristiques fondamentalement différentes. Alors, à partir de ça, quand même, Fabienne, je voulais noter que c'est quand même important de se dire que le leadership partagé, ça n'est pas quelque chose de nouveau. On le voit bien dans nos organisations aujourd'hui. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que l'on reconnaît aujourd'hui que cette forme de leadership partagé est un atout pour une performance durable de l'organisation. Merci Marjolaine pour ces précisions éclairantes. Mais du coup, si ce n'est pas quelque chose de nouveau, pourquoi aujourd'hui ce principe est-il considéré comme un atout supplémentaire pour les organisations ? Alors, pour répondre à ta question, Fabienne, je te propose qu'on s'attarde un peu sur le contexte dans lequel nous évoluons depuis plusieurs années. Toi, comment le qualifierais-tu ? Alors, de compliqué, d'instable
d'imprévisible. On voit bien qu'on a des événements qui sont multifactoriels, qui sont en plus interconnectés. Donc, on ne peut pas avoir une vision claire de ce qui va se passer demain. Et d'autre part, on observe aussi des mouvements de fond sur des transformations sociétales, environnementales, technologiques, et aussi des évolutions des attentes des nouvelles générations dans le rapport au travail. Donc, tu l'as extrêmement bien décrit. Ce contexte, on le résume aussi, souvent sous l'acronyme VUCA. Donc, volatile, ça vous rappellera nos oiseaux, incertain, complexe et ambigu. Donc, clairement, ce contexte engendre aujourd'hui de nouveaux défis pour les organisations de travail. Donc, dans ces défis, on peut bien évidemment en citer beaucoup, mais principalement le développement de l'agilité de l'organisation, des défis de fidélisation des équipes aujourd'hui, de développer l'engagement, le sentiment d'appartenance de ces nouvelles générations et de développer bien évidemment de nouvelles capacités individuelles et collectives pour faire face donc à cet environnement. Au regard de ce qu'on s'est dit juste avant, on comprend justement que face à ces défis, le leadership héroïque n'est plus aujourd'hui forcément à même de répondre efficacement. Mais et en quoi, du coup, le leadership partagé, il est plus à même d'y répondre? Alors, face à ces nouveaux défis, nos entreprises ont besoin de renforcer des leviers tels que le sens, l'autonomie, la contribution active et reconnue de chacun. Parce que ce sont ces leviers de sens, d'autonomie et de contribution, c'est ces leviers qui vont favoriser l'engagement. Ils vont favoriser l'innovation, la résilience, et la responsabilité collective dont les entreprises ont grandement besoin aujourd'hui. Donc, le leadership partagé aide l'entreprise à s'adapter à un environnement en constante évolution tout en maintenant, à travers ce sens, cette autonomie et cette contribution, un niveau élevé de motivation et d'implication. En effet, oui, je comprends mieux ce que cela peut apporter à nos organisations dans nos contextes VUCA. Et ce que j'en conclus, c'est que passer d'un leadership héroïque à un leadership partagé nécessite avant toute chose de changer sa vision du leadership et de son impact sur la performance de l'organisation. Oui, parce que oser changer de paradigme, finalement, c'est reconnaître et positionner le leadership partagé comme un principe fondateur de gouvernance. Et ce principe fondateur va guider la façon dont les dirigeants et les équipes interagissent, collaborent et prennent des décisions. Donc, cette vision met l'accent sur l'inclusivité, la collaboration, la responsabilité collective et la motivation par la confiance, donc au cœur du modèle de performance durable. Donc revenons une petite seconde sur ces 4 éléments qui constituent la vision du leadership partagé. L'inclusivité, là on est vraiment au cœur du modèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun a la possibilité de contribuer et d'influencer les décisions indépendamment de sa position dans l'organisation. La collaboration, bien sûr, chacun est encouragé à contribuer activement à la réalisation des objectifs de l'entreprise. La responsabilité partagée, autre élément constitutif de la vision du leadership partagé, c'est que cette vision implique que tous les membres de l'organisation partagent la responsabilité des résultats comme des échecs. Et enfin, la motivation par la confiance mutuelle et la reconnaissance des contributions de chacun. Donc là, on vient de parler des éléments plutôt de vision, mais bien sûr que le leadership partagé ne repose pas uniquement sur une vision. L'enjeu est ensuite de faire vivre au quotidien ce leadership partagé. Ah, bien sûr. Et le leadership partagé, du coup, il faut qu'il se traduise concrètement dans l'organisation et il va se traduire à travers des principes d'action. Et ce qui est important, c'est que ces principes d'action, ils doivent devenir les piliers de la culture de l'entreprise.
Alors, pour citer quelques exemples de ces principes d'action, on va vous en partager 7. Le premier élément, c'est la décentralisation du pouvoir. Amener la prise de décision avec une répartition entre tous les membres de l'organisation. Les équipiers et les collaborateurs ont une certaine autonomie pour prendre des décisions dans leur périmètre de responsabilité. Un deuxième point qui est très important en lien avec cette décentralisation du pouvoir, c'est la qualité de communication qu'on va apporter au sein de l'entreprise et particulièrement une communication ouverte et transparente sur les objectifs, sur les décisions, sur la performance. Et c'est ce qui va permettre de renforcer la confiance et l'engagement de ses membres. La confiance est un des leviers fondamentaux à aller chercher dans le leadership partagé. En lien avec cette transparence, c'est important de communiquer de façon transparente, mais ce qui est extrêmement important, c'est de savoir écouter. Et donc, l'écoute active est un des piliers à aller développer à tous les niveaux de l'organisation pour comprendre les préoccupations, les idées et les besoins de chacun. À titre individuel, se sentir écouté participe à l'engagement et à la confiance. La responsabilité individuelle, on a vu qu'on a dit qu'on décentralisait le pouvoir avec une prise de décision qui se répartissait. Et du coup, ça s'associe à une responsabilité personnelle. La prise d'initiative doit être valorisée et chacun est encouragé à prendre des responsabilités dans la poursuite des objectifs de l'entreprise. Donc, on va appuyer fortement sur cette prise d'initiative et la valoriser au maximum. La responsabilité personnelle, on a dit qu'elle était encouragée dans la poursuite des objectifs de l'entreprise. Et du coup, on va aussi apporter une orientation forte sur la réalisation de résultats à long terme, avec, pour s'assurer de l'avancée vers ces objectifs, la mesure et l'amélioration constante de la performance. Donc, on est dans cette boucle d'amélioration continue à tous les niveaux de l'entreprise. En lien avec cette orientation résultat, on va chercher à travailler sur une culture d'apprentissage pour rendre l'entreprise apprenante. Et donc, les dirigeants doivent créer une culture de l'excellence et encourager et valoriser l'apprentissage et l'innovation. L'apprentissage, ça passe par tout un tas de leviers et pas seulement la formation. L'apprentissage, toute situation de travail peut être source d'apprentissage. Et le dernier pilier, pour que tous ces premiers piliers puissent se mettre en place, c'est le leadership exemplaire. Donc, les dirigeants doivent montrer l'exemple en pratiquant le leadership partagé et en favorisant son adoption à tous les niveaux de l'entreprise. Donc, on voit bien que ces piliers partent de la direction pour amener l'ensemble de ces pratiques en termes de culture et de piliers. Et on va s'appuyer là-dessus pour pouvoir mettre en place cette dimension culturelle. Donc, en résumé, le leadership partagé influence la culture d'entreprise, donc en établissant des normes de comportement, des valeurs et des principes pour créer un environnement de travail plus collaboratif et responsabilisant. Exactement. Alors, là, Marjolaine, dans l'avancée de nos échanges, on a différencié le leadership héroïque et le leadership partagé. On a expliqué en quoi le leadership partagé peut être une réponse à un certain nombre de défis. On a présenté la vision et les principes d'action du leadership partagé. Je vous propose maintenant d'identifier quelles sont les conditions de réussite de cette transition et quelles peuvent être les étapes clés pour inscrire le leadership partagé au cœur de son modèle d'organisation. Alors, à ce stade quand même, il est important de préciser, Fabienne, donc qu'il n'y a pas de modèle unique. Le leadership partagé, il peut s'illustrer à travers différents modes d'organisation. Donc, ces différents modes s'appuient sur cette vision et les principes d'action, mais de façon plus ou moins poussée dans leur culture et leur structure. On peut citer par exemple les organisations holacratiques, donc qui
élimine la hiérarchie traditionnelle en faveur de cercles autonomes qui prennent les décisions de manière collaborative. Ça, c'est un premier exemple. On peut avoir également comme exemple les équipes autonomes qui sont une forme de leadership partagé dans laquelle les membres de l'équipe travaillent ensemble pour prendre des décisions, se répartir les tâches, le travail et résoudre ensemble les problèmes rencontrés au quotidien. Il n'y a donc pas de modèle unique du leadership partagé, mais plutôt des conditions essentielles pour réussir sa mise en œuvre. Ces conditions, elles relèvent autant de dimensions stratégiques que culturelles et qu'organisationnelles. Alors, cette première dimension, la dimension stratégique, qu'est-ce qu'on va retrouver comme facteur clé de réussite? La première condition de réussite repose sur la définition par les dirigeants d'une vision claire et partagée du projet d'entreprise. J'insiste sur le mot partagé parce qu'on peut avoir une vision claire au niveau direction, mais finalement, elle ne descend pas, elle n'infuse pas à tous les niveaux de l'entreprise ou alors elle n'est pas forcément compréhensible par tous les membres de l'organisation. Et donc, le levier, c'est qu'elle soit claire, partagée, compréhensible. Le deuxième levier, c'est l'engagement et le soutien de la direction dans la démarche de transition vers un leadership partagé, puisque toute démarche de transition implique un certain nombre de changements, d'état d'esprit, de culture, de pratique, etc. Et que toute transition doit être portée et soutenue par la direction. Le troisième point, l'évaluation régulière de la mise en place du leadership partagé afin d'identifier les succès et les domaines à améliorer. Comme toute transition, amélioration, etc., il faut pouvoir suivre régulièrement les progrès. L'organisation donc doit être prête à ajuster ses pratiques en fonction des résultats et de ses évaluations. Donc, deuxième dimension des facteurs clés de réussite, on va parler de la dimension culturelle. Cette dimension culturelle essentielle s'exprime plutôt à travers les pratiques RH et managériales qui vont soutenir justement la démarche de leadership partagé. Donc, dans cette dimension culturelle, on peut citer notamment donc la communication, dont on parlait tout à l'heure, avec une communication descendante et ascendante qui doit être encouragée. La culture de la confiance, forcément. La confiance, Fabienne, tu le disais tout à l'heure, elle est au cœur du leadership partagé. Les membres de l'équipe doivent se sentir en confiance pour partager des idées, des préoccupations, des suggestions. Troisième élément important de ces éléments culturels, l'initiative. L'initiative est encouragée dans le leadership partagé. Quand les individus, justement, se sentent investis dans le processus décisionnel, ils sont beaucoup plus enclins à proposer des idées, à prendre des initiatives pour améliorer la bonne marche de l'entreprise. Élément structurel du leadership partagé également, élément culturel, la culture du feedback. Les membres de l'équipe doivent se sentir à l'aise pour donner et recevoir des retours à la fois sur leur performance, mais également sur leur contribution. Donc, un feedback constructif et continu. Des éléments culturels à valoriser également, la formation et le développement, le mentorat, l'apprentissage interne. On parlait de culture d'apprentissage, justement, dans les principes d'action. On est au cœur de cette culture-là à travers des pratiques qui vont valoriser le développement individuel et collectif. Et enfin, un élément et pas des moindres, un système de reconnaissance, justement, qui va valoriser la contribution, la collaboration, l'innovation et le partage des responsabilités. Enfin, troisième pilier, les conditions organisationnelles, à travers notamment une définition claire des rôles et des responsabilités à tous les niveaux de l'organisation. C'est d'autant plus important dans cette dimension du leadership partagé qu'on va solliciter la prise de décision, la prise d'initiative, etc. Donc, il faut vraiment que le périmètre de responsabilité soit très bien posé.
Et puis, le deuxième point, ce sont des processus de prise de décision structurés. Il faut que ces processus soient clairs pour que les équipes puissent collaborer efficacement et se sentent légitimes de prendre des décisions sur leur périmètre. Donc, l'existence de toutes ces pratiques dont on vient de parler, ces facteurs clés de réussite, l'existence donc de toutes ces pratiques est une condition nécessaire, certes, mais non suffisante donc pour inscrire le leadership partagé au cœur du modèle d'organisation. La condition essentielle réside dans l'alignement et une mise en œuvre cohérente de toutes ces pratiques au regard de la vision partagée, donc pour permettre de s'appuyer sur ces pratiques et renforcer la direction que l'on veut prendre. Oui, c'est vraiment ce point qui est fondamental, Marjolaine. C'est vraiment de savoir que ces pratiques, ok, elles sont là, elles existent, on en a un certain nombre, mais c'est cet alignement avec la vision qui va être intéressante. En synthèse, on voit bien que nous avons aujourd'hui au sein des organisations des paramètres qui sont déjà présents en partie et qu'il serait intéressant de mettre au service de quelque chose de plus grand, un peu comme nos étourneaux au sein de leur nuée. Alors concrètement, par quoi commencer et sous quel angle vous pouvez regarder votre organisation? 5 questions de diagnostic peuvent vous y aider avec, pour commencer, quels sont nos défis et nos enjeux de performance, c'est-à-dire avoir une vision claire des défis qu'on souhaite relever et de la direction vers laquelle on veut aller en termes d'enjeux de performance. Une fois cette question posée, deuxième question clé de votre diagnostic, quelle vision du leadership existe aujourd'hui dans mon organisation? Troisième question, une fois qu'on a une vision claire du type de leadership de notre organisation, est-ce que cette vision est cohérente avec les enjeux et les défis auxquels fait face mon entreprise? Est-ce que les pratiques que l'on a aujourd'hui sont OK? Est-ce que du coup, ces pratiques managériales, ces processus RH vont être alignés avec ma vision? On a donc des défis, une vision cohérente ou pas, et des pratiques managériales et des processus RH à aligner. Dernière question à se poser, Fabienne. Par rapport à toutes les pratiques qui existent chez nous, quel peut être leur niveau de maturité dans un déploiement associé à un principe ou à une philosophie du leadership partagé? C'est-à-dire comment est-ce que ces pratiques correspondent ou doivent être plus ou moins nourries pour atteindre cette dimension autour du leadership partagé. Donc, en synthèse de notre présentation, on peut retenir 4 points clés sur le leadership partagé. D'abord, c'est une philosophie de leadership, un principe fondateur de gouvernance qui guide la façon dont les dirigeants et les équipes interagissent, collaborent et prennent des décisions. Ce leadership partagé s'appuie sur une vision et des principes d'action et il nécessite un changement de paradigme dans la manière d'appréhender le leadership. Troisième point clé, nous l'avons vu, c'est un atout aujourd'hui dans un contexte VUCA. Quatrième point, de bonnes pratiques existent déjà au sein des organisations et pour développer pleinement cette philosophie de leadership, il faut que ces pratiques soient alignées, mises en œuvre de façon cohérente au service d'une vision partagée. Alors, pour conclure sur tout ça, le leadership partagé offre un potentiel de transformation donc au service des enjeux organisationnels et sociétaux actuels, car c'est un levier puissant de développement humain. D'ailleurs, on va s'appuyer sur la définition même de l'Organisation des Nations Unies qui définit le développement comme un processus qui élargit l'éventail des possibilités offertes aux individus par le renforcement de leurs droits, de leurs libertés, de leurs capacités et des opportunités qui s'offrent à eux.
Et comme on l'a vu donc tout au long de ce webinaire, le leadership partagé, c'est justement encourager la coopération, la diversité, la responsabilité collective, la reconnaissance des individualités. Mais le leadership partagé, c'est aussi développer les autonomies, la capacité d'agir, de décider, d'innover à tous les niveaux. Donc tout ça, c'est autant de leviers fondamentaux pour une performance durable, pour une société plus éclairée, équitable et inclusive. Pour nous, LGP Conseil, en tant qu'entreprise à mission, le développement humain, c'est notre raison d'être. Agir pour un monde du travail, moteur du développement humain. C'est en ce sens que nous accompagnons les entreprises vers un modèle plus vertueux en créant les conditions favorables au développement humain. Et le leadership partagé, c'est une de ces conditions. En réponse à notre engagement, nous avons développé monedh.com. Donc, c'est une plateforme en ligne, gratuite, accessible à toutes les entreprises qui souhaitent s'engager dans la transition vers un leadership partagé et le développement humain. Ce questionnaire interroge le partage du projet, d'une vision, d'une culture et les interactions entre les acteurs. Il recueille donc les perceptions individuelles pour donner une vue d'ensemble, mesurer son impact à un instant donné et identifier les leviers d'amélioration. Donc cet outil, il est à votre disposition sur le site donc www.mondedh.com. Vous pouvez l'utiliser en toute autonomie. Il suffira donc de créer un compte, de lancer votre campagne et vous recevrez les résultats. Donc on est bien sûr évidemment à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche si vous êtes intéressé. Et nous arrivons donc maintenant à la fin de notre présentation. Je vous propose de prendre un temps pour répondre à vos questions. Peut-être qu'il y en a déjà dans le chat. On va voir maintenant les questions que vous avez posées lors de la présentation. Alors, on se rapproche du chat pour pouvoir vérifier les questions. Donc, nous avons Denis qui nous dit que la notion de responsabilité partagée n'est pas toujours évidente à développer lorsque la nature des postes favorise une hétérogénéité des responsabilités. Exemple, un chef de projet qui va à un moment donné assumer seul auprès d'un client les conséquences positives ou négatives d'un travail collectif. Donc là, on a effectivement une précision, en tout cas une expérience qui nous est proposée. On va pouvoir rebondir dessus. Et puis Marion aussi qui nous pose une question sur est-ce qu'on peut déployer ces principes uniquement sur son équipe. Donc juste pour revenir peut-être quand même sur la remarque de Denis, effectivement, cette notion de responsabilité partagée, vous l'avez dit, elle n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente à développer. Effectivement, l'hétérogénéité des postes, de la notion même, finalement, de qu'est-ce que ça veut dire être responsable. Qu'est-ce que ça veut dire, effectivement, maîtriser la responsabilité de son périmètre. Donc, alors on ne va pas rentrer dans cette définition. Par contre, ce qui me paraît important, en tout cas, de souligner, c'est que justement, quand on dit dans les principes d'action, il va falloir définir clairement les périmètres de responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi son périmètre? C'est quoi son pouvoir d'agir? Ça n'empêche pas, effectivement, qu'on ait des niveaux de responsabilité, évidemment, différents d'un poste à l'autre. Et la responsabilité, elle est partagée. Ça veut dire que même si à un moment donné, on est confronté à une situation en tant que chef de projet et qu'on est responsable d'une action et de l'impact de ces actions, d'une autre manière, les équipes vont être effectivement associées à la responsabilité collective à travers tout ce qu'ils auront mis en place pour répondre et assumer auprès du client, effectivement, les actions menées dans la mission.
Donc bon, on a des périmètres effectivement à clarifier et des rôles à assumer, mais à un moment donné, effectivement, on fait face à des situations très diverses en termes de pouvoir d'agir et d'assumer les conséquences de ces actes. Et je rebondirai sur ce que tu as dit, Marjolaine, sur la particularité de l'équipe projet, qui est souvent une équipe transverse. Et un des leviers intéressants justement pour nourrir la réflexion sur cette remarque de Denis, c'est l'importance au départ de la vision commune et du sentiment d'appartenance de chacun des équipiers au sein de l'équipe projet, puisque dans le projet, on peut avoir des personnes qui se sentent vraiment individuelles dans leurs différents services. Et quand on est transverse, l'importance du démarrage d'une équipe projet avec le fait de poser leur rôle, leurs responsabilités et leur participation à l'objectif commun. Et c'est quelque chose qui va, dès le départ, permettre d'avoir certains leviers là-dessus. Et puis l'autre point, c'est le retour de reconnaissance, aussi bien en termes de réussite que de difficulté. Pour que ce soit vraiment quelque chose qui soit vécu de façon commune, même si face au client, le chef de projet, il est tout seul à ce moment-là. Mais derrière, comment est-ce qu'on rend collectif les réussites ou les difficultés? Donc, on a également Nathalie qui nous dit comment conjuguer les prises de conscience différentes. Alors ça, c'est une très bonne question. Par rapport à ça, qu'est-ce que je pourrais dire? Chacun va avancer à sa vitesse dans la maturité, entre guillemets, de cette transition. Personnellement, quelque chose que je trouve intéressant, c'est le changement par l'exemple. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas à la même dimension de transition, c'est pas en convaincant avec des mots qu'on va forcément l'emmener avec nous, mais c'est peut-être plus par des réussites qu'il va pouvoir voir comment ça fonctionne, ce qui réussit, ce qui est intéressant, et que lui-même se nourrisse de ses retours de réussite. Et laisser chacun cheminer aussi un peu à sa vitesse. Je sais pas, Marjolaine, si tu as d'autres choses que tu veux rajouter. Ce que je trouve intéressant justement dans cette remarque-là, c'est à quel niveau finalement la prise de conscience doit se prendre, même si évidemment ici on dit que dans la condition de réussite, c'est bien qu'au plus haut niveau de l'entreprise, la prise de conscience puisse après irriguer l'ensemble de l'organisation. Maintenant, chacun à son niveau, dans son service, dans son équipe, peut ponctuellement développer justement aussi des pratiques associées au leadership partagé. Tout ce qu'on a vu justement sur les pratiques RH et managériales de feedback, de confiance, de communication ouverte et transparente, tous ces principes-là peuvent être mis en œuvre à son niveau et comme tu le dis, après être diffusé par rapport à l'exemple que ça peut donner. On peut aussi, mais là c'est une toute autre démarche, organiser justement, travailler autour de cette prise de conscience à travers justement l'intelligence collective et des temps partagés, de réflexion partagée, de débat. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, de bonne ou de mauvaise solution, il n'y a pas de bon ou mauvais modèle. Par contre, on a des modèles qui vont nous permettre de répondre, encore une fois, plus efficacement aux défis auxquels on est confronté dans nos entreprises aujourd'hui. Donc, la meilleure preuve par l'exemple, bien sûr, mais on peut initier les choses aussi, petit à petit, chacun dans son périmètre. Alors, est-ce que je peux déployer les principes uniquement sur mon équipe ? Eh bien oui, bien sûr, ça rejoint ce que vient de dire Marjolaine. Évidemment, on va pas avoir le même impact que si c'est au niveau direction avec un projet d'entreprise. Mais rappelez-vous les étourneaux, les étourneaux qui de proche en proche prennent des directions dans un sens ou dans un autre et qui font finalement bouger la nuée. Donc, commencer par son équipe, c'est déjà commencer à infuser
des choses qui bougent un peu au niveau des pratiques, au niveau de la mentalité, de la culture, etc. Et ça peut faire bouger son écosystème petit à petit. Mais déjà au sein de notre équipe, bien sûr que dans mon périmètre de responsabilité, je peux chercher à travailler en effet ces principes. Oui. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de compléments d'informations, une autre question avant de conclure, parce qu'on voit qu'on a déjà débordé sur les 30 minutes, mais n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non. Eh bien écoutez. Mais donc, il est maintenant temps de conclure. En tout cas, merci à toutes et à tous de votre écoute et de votre interaction via vos questions et remarques dans le chat. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain webinaire Fini les compétences, vive les capacités, qui aura lieu le 12 décembre. Donc avant de nous quitter, par contre, nous vous invitons et nous vous remercions d'avance de bien vouloir noter ce webinaire et nous vous donnons donc rendez-vous le 12 décembre prochain. Un grand merci et à très bientôt. À bientôt. Merci à tous.